Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Paul, je suis ingénieur et aujourd'hui je représente l'association Lundi Carotte. Donc on est très content d'être ici au forum avec vous. On va discuter de consommation durable. Mais avant de commencer, on va faire un petit sondage à main levée. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier le légume présent à l'écran? Voilà. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez des bonnes certitudes de reconnaître ce qu'il y a à l'écran. Levez la main que si vous êtes sûr. On veut le nom exact ou pas? Et latin? Non, juste le nom commun. Voilà, donc cette même question, est-ce que vous reconnaissez ce qu'il y a à l'écran? Ça a été posé par une amie à moi, institutrice, à des enfants de maternelle. Et en fait, il en est ressorti que plus des 2/3 des enfants ne reconnaissaient pas une salade à l'écran. Pour la bonne raison qu'en fait, c'était pas la salade qu'ils avaient chez eux, mais c'était plutôt ce type de salade. Donc des salades en sachet. Voilà, donc ils n'avaient pas fait le lien en fait que la salade là, en fait, ça vient à la base d'une salade en bouquet. Alors on pourrait se dire, c'est des enfants de maternelle, donc on ne peut pas trop leur en demander. Dans la même veine, en 2013, il y a eu une étude de l'Agence Santé et Environnement en France qui a demandé à des enfants de 8 à 12 ans cette fois s'ils savaient quels aliments composaient ce qu'ils mangeaient à la cantine. Donc ça vient on parle de frites, des nuggets, des pâtes. Et alors, déjà pour les frites, c'est assez surprenant de voir qu'il y avait 20% des enfants qui ne savaient pas que c'était fait avec des pommes de terre. Et puis ça monte jusqu'à presque 60-70% pour le steak haché et les pâtes. Et alors, pour nous, ce graphique, il illustre une chose, c'est la déconnexion. Ouais, la déconnexion entre nous et ce qu'on consomme, entre les produits qu'on achète et le processus de fabrication qu'il y a derrière ces produits, leur origine, leur histoire. Et donc, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est de cette déconnexion. On va se demander, est-ce qu'on peut la comprendre un peu, l'expliquer, pour se demander comment on en est arrivé là, quoi. C'est quoi les conséquences de cette déconnexion sur notre environnement? Et puis, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors, là, ce qu'on voit, c'est une photo prise en 1963. C'est l'ouverture à Paris du premier hypermarché. Donc, dans la France de 1963, cet hypermarché, c'est un peu un ovni parce que tous les lieux de consommation, en fait, c'est des petits commerces, petits commerçants indépendants où il n'y a pas de salariés, donc c'est l'employé derrière son comptoir avec le stylo derrière l'oreille, enfin, voilà, ce qu'on s'imagine, quoi. Et donc, ça fait un peu figure d'ovni. Et en fait, c'est même un lieu assez révolutionnaire parce que c'est la première fois qu'au même endroit, on réunit trois choses. D'abord, c'est un endroit où on est en libre service, donc c'est plus la vente au détail, c'est les gens qui se servent eux-mêmes dans les rayons. C'est des prix bas à l'hypermarché, et ça c'est contraire un peu à la règle d'or des épiceries qui était de vendre peu mais cher. Et surtout, c'est la politique du tout sous le même toit. Donc on réunit au même endroit de l'alimentaire et du non alimentaire. Et alors cette formule, vous vous en doutez, ça va avoir beaucoup de succès. Puisque là on voit en fait l'augmentation du nombre de supermarchés en France sur les 50 dernières années. Donc on part de 0 jusqu'à plus de 8000 en l'an 2000. Et dans une France qui comptait et qui compte encore toujours à peu près 35 000 communes. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Le moteur un peu de cette réussite, c'est l'idée de faire des marges réduites, voire même de faire des pertes sur certains produits, mais de faire du profit sur les autres. Tout ça associé à des prix bas et de vendre des gros volumes. Donc on vend beaucoup plus qu'avant. Il y a quelque chose qui illustre assez bien cette vente d'une quantité incroyable de produits, c'est l'indice prix de l'INSEE. Vous connaissez peut-être l'INSEE, c'est l'institut qui étudie la consommation en France. Et donc en fait, ils suivent le prix en fait des produits qu'on considère de base et que les ménages achètent. Et alors, en 1950, cet indice prix, il y avait 30 produits dedans, et 20 ans plus tard, il y avait 295 produits. Donc en fait, en 20 ans, on a multiplié presque par 10 le nombre de produits qu'on considère de base pour nos vies. Voilà. Et donc mécaniquement, en fait, plus on consomme, plus c'est compliqué d'être vraiment relié à ce qu'on achète, de s'y intéresser, de se demander comment c'est fait, parce qu'il y en a trop en fait. Et puis si la manière de fabriquer un produit change, c'est impossible de suivre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se promène dans les rayons du supermarché,
c'est très compliqué de se représenter que le café qu'on achète, il vient peut-être d'Amérique, que la moitié des jus d'orange sont faits au Brésil, et que le blé de nos pâtes, il a peut-être poussé au Canada. Voilà, on n'a pas cette connexion-là avec ce qu'on achète dans ces lieux-là. Alors, pour autant, ces hypermarchés, etc., c'est un modèle qui maintenant va peut-être être amené à évoluer, parce que, en fait, récemment, leurs deux arguments phares, qui sont le prix et le choix, ils se font très concurrencer par l'Internet. Mais finalement, derrière ce développement du e-commerce, c'est un peu la même logique que les hypermarchés. Parce que pourquoi est-ce que les perspectives du commerce sur Internet sont si positives? C'est qu'en fait, ça a le potentiel de faire beaucoup baisser les prix et donc de favoriser la consommation. Donc on reste en fait dans cette logique d'acheter beaucoup et donc mécaniquement de pas trop être en capacité de s'interroger sur ce qu'on consomme. Alors l'idée c'est comment est-ce qu'on se reconnecte du coup. On pourrait dire que d'une certaine manière on illustre un certain type de connexion avec Internet et c'est pas complètement faux parce que on n'a plus le commerçant derrière le comptoir à qui poser des questions, mais grâce à Internet, on peut assez facilement se renseigner sur tel ou tel produit, comparer des marques, l'origine, les conditions de savoir comment c'est fait et tout. Mais bon, à lundi carotte, quand on parle de connexion, on parle plutôt de ce type de connexion. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette illustration? Bon, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, peut-être quelle meilleure manière de s'intéresser à ce qu'on consomme quand on est impliqué dans le processus pour le préparer. Donc, c'est un peu faire à manger soi-même. Voilà. Il y a aussi un autre enjeu là-dedans, c'est que à l'écran, on a des légumes. Et les légumes, c'est assez représentatif parce que à la base, c'est un produit saisonnier. Seulement, ce caractère saisonnier, en fait, il n'apparaît pas du tout dans les supermarchés aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les légumes, tous les fruits sont disponibles à tout moment de l'année. Et ça se produit alors qu'on sait que pour faire pousser un concombre sous serre, par exemple, ça demande beaucoup plus d'énergie que de le faire pousser au soleil, même si on rajoute du transport dans l'équation. Et puis encore une autre chose sur cette photo, c'est que bon, on peut s'imaginer que les fruits et légumes viennent du marché directement dans le panier, sans emballage supplémentaire. Et donc ça, c'est relié aux enjeux de plastique. Donc faire ça, en fait, c'est assez significatif dans un monde où on jette l'équivalent d'un camion poubelle de plastique dans l'océan chaque minute. Voilà. Donc en fait, quand on est... Ça, ce que ça veut dire, c'est que s'intéresser à ce qu'on consomme, ça permet aussi de s'intéresser aux enjeux qu'il y a derrière. Et que si notre consommation est trop grande et qu'on n'a pas la capacité de s'intéresser, de comprendre nos produits, c'est impossible en fait d'avoir à l'esprit les enjeux qui concernent notre société. Il y a une autre manière de l'illustrer, c'est la phrase que vous connaissez peut-être de Paul McCartney, que si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. Il y a un peu de choses là-dedans. C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années maintenant que les abattoirs sont plus dans les villes comme avant, mais qu'on met à mort les animaux loin des villes. Et puis non seulement ça, mais aussi on les élève loin des villes. Donc quand on achète de la viande de bœuf, c'est très compliqué, si on passe notre temps souvent en ville, de s'imaginer la quantité d'eau qu'il a fallu pour faire pousser l'alimentation de ce bœuf, de s'imaginer qu'en plus pendant l'élevage de l'animal, il va mettre pas mal de méthane, et qu'au final, sur cette planète, tout le système d'élevage émet plus de gaz à effet de serre que le transport. Et alors, il y a quelque chose qui surgit un peu quand on commence à creuser tous ces enjeux et tout, c'est on se retrouve face à des problématiques qui nous dépassent beaucoup, quoi. Donc, il y a une citation anonyme qui illustre un peu ça. « Les gens que j'aime sincèrement, je leur souhaite d'être un peu benets. » Et alors, c'est assez... ce que ça veut dire un peu, c'est... ça traduit une sorte de découragement, quoi. On se retrouve... on s'informe, on commence à s'informer, puis on se rend compte que les enjeux qui concernent la société, ils touchent à tout ce qu'on achète. On a l'impression qu'on ne peut plus rien acheter, quoi. Enfin, que tout pollue, ça donne envie de jeter l'éponge.
Et c'est vrai que ça peut être un peu décourageant. Mais quelque part, si ces enjeux ils sont liés à tout ce qu'on consomme, ça veut aussi dire qu'il y a plein de manières d'agir. Et d'un point de vue personnel, je pense que peut-être à long terme, en fait, c'est plus satisfaisant de savoir que de rester dans le confort d'ignorer les grandes problématiques de la société, parce qu'en fait, ça permet d'agir en connaissance de cause. Et alors, du coup, la question se pose, agir vers quoi? Donc, c'est pas trop une surprise, c'est le thème de cette conférence, c'est la consommation durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu derrière la consommation durable? Et en fait, il y a deux notions qu'on peut mettre sur ces deux mots. D'abord, il y a un peu la notion scientifique de consommation durable. C'est quelque chose qui est défini rigoureusement, si vous voulez. Donc, c'est la manière de subvenir aux besoins des habitants d'une planète. Et puis, c'est reproductible dans le temps, dans l'espace. Donc, on peut continuer ça sur la durée. Mais il y a aussi une deuxième dimension qui est la démarche, en fait, dans laquelle on rentre quand on commence à s'intéresser à ce qu'on achète. Et donc en fait c'est un état d'esprit un peu quotidien de se poser des questions, d'être curieux. Et c'est cette démarche que le projet Lundi Carotte essaye de mettre en valeur. Donc Lundi Carotte, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter d'information sur la consommation durable. C'est une newsletter qui est gratuite parce qu'on a voulu rendre ça le plus accessible possible. Et alors de quoi ça parle? Ça parle de choses très concrètes. Parce que on s'est dit qu'il fallait partir de ce qu'on connaissait tous. Donc des fruits et légumes qu'on achète, de comment on se déplace, de ce qu'on achète en vacances. Et donc l'idée c'est de partir de choses qu'on se représente vraiment, parce que le méthane ou les gaz à effet de serre, ou les pouvoirs de réchauffement radiatif, enfin toutes ces notions, c'est pas trivial quoi. Donc on s'est dit que c'était mieux de partir du concret et en fait ça nous permet de lier tous ces objets concrets à des grands enjeux, parce qu'en fait ces grands enjeux reviennent souvent. On parle des océans ou du plastique ou des gaz à effet de serre. Ça nous permet de les aborder de plein de manières différentes. Et puis ça nous permet aussi en fait d'instruire, enfin de faire apprendre des choses, et aussi de donner des conseils très pratiques. Parce que comme on parle d'un sujet ciblé, eh ben on peut donner des marques, on peut facilement donner des marques qui font des efforts, on peut parler de manière de consommer un peu plus sobrement, on peut parler des labels. Alors, Lundi Carotte, c'est aussi une équipe. Ah, oui, ça c'est après. Donc, vas-y, tu peux. Donc, ça c'est la slide dont on est un peu fier. C'est la progression du nombre d'abonnés à notre newsletter, sachant que ça a commencé l'an dernier. Voilà. Donc, on est parti de zéro et on en est à un peu plus de 2000 maintenant. Et notre sentiment, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'informations sur comment mieux consommer, mais qu'en fait on ne sait pas trop concrètement comment faire. Et c'est vrai que ça prend du temps de se renseigner sur, si on prend un produit au hasard, ça prend du temps de se dire à quels enjeux c'est lié, et puis quels différents choix j'ai par rapport à ce produit, est-ce que ces choix ils sont vraiment utiles. Ouais, donc il y a de l'info à trier, ça prend un esprit de synthèse, etc. Donc c'est ce travail-là, donc c'est cette information-là qu'on veut apporter à ces gens qui sont déjà demandeurs en fait d'informations. Et puis Lundi Carotte, c'est aussi une équipe, voilà, une petite équipe qu'on voit ici. Et dans l'idée de notre projet, c'est aussi de créer une communauté avec nos lecteurs sur la consommation durable. Mais c'est aussi un espace où n'importe qui peut s'engager, en fait, participer à cette démarche de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on vit, et puis de se dire, tiens, si j'ai lu une info qui pourrait faire l'objet d'une recherche un peu plus approfondie, ou si j'ai lu tel chiffre un peu marquant, je peux le partager, et puis on en fait un article qui sera utile à tout le monde. Donc c'est ça, notre idée, c'est vraiment de partir de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, puis les impacts qu'on a à travers notre consommation.
C'est pour ça qu'on fait ce travail de sensibilisation, d'information, parce que pour nous, c'est ça qui fait prendre conscience des enjeux en fait, qui concernent la société. C'est aussi ça qui donne envie d'agir. Il y a une question qui revient souvent finalement quand on commence à s'intéresser à ces questions, c'est est-ce que les solutions sont individuelles ou politiques? Et à notre sens, bon déjà la réponse c'est que c'est sans doute un savant mélange. Mais il y a aussi autre chose, c'est que l'individuel, il influence aussi le politique. Alors pour une part, déjà, l'implication individuelle, elle est bénéfique en soi, parce que quand on commence à se poser des questions sur notre impact, et ben, en fait, quelque part, on reprend un peu son destin en main, quoi. On se pose des questions sur ce qu'on nous a dit depuis toujours, et puis on se dit, ah bah, en fait, peut-être il y a des meilleures manières de faire. Et puis, au fur et à mesure, on découvre que, par rapport à ce panier moyen, à cet indice-prix, à ce caddie moyen de l'INSEE, peut-être qu'on n'est pas obligé de consommer autant. Et en fait, quelque part, il peut y avoir, ça peut être une démarche heureuse de faire ce processus de sobriété quelque part. Donc non seulement c'est bénéfique en soi, ces actions individuelles, mais aussi ça a des répercussions qui dépassent juste notre échelle individuelle. Et ça, on s'en rend compte avec beaucoup de projets dont on entend beaucoup parler, à ce forum par exemple, mais aussi des projets comme les supermarchés coopératifs, les AMAP, où on pourrait parler des circuits courts aussi. Et les circuits courts d'ailleurs c'est un bon exemple de se reconnecter un peu avec ce qu'on consomme, parce que court c'est dans le sens pas en distance, mais c'est diminuer le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et donc c'est une démarche qui est à la fois valorisante pour le producteur, et puis qui est éducative pour le consommateur, parce que il peut presque poser des questions. En fait, le produit était dans le champ le matin, et il voit mieux le lien en fait d'où ça vient. Et donc tous ces projets, en fait, finalement, ça modifie le fonctionnement de la société. Et le fonctionnement de la société, en fait, c'est la définition première, c'est le sens premier du mot politique. Donc c'est pour ça que dans ce sens-là, nos actions individuelles, ça influence aussi le politique. Et donc ce politique, au sens du fonctionnement de la société, c'est quelque chose, nous on pense en tout cas, c'est quelque chose pour lequel on a tous un rôle à jouer. Voilà. Merci de votre attention.